Bonjour, bienvenue sur le Sportcast, le podcast sportif de Sud-Ouest. Je suis Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef de Sud-Ouest. Et nous sommes en compagnie d'Arnaud David et de Denis Capes-Granger, les deux grands reporters du service des sports en charge de la rubrique rugby. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Denis. Donc nous sommes réunis pour parler du 15 de France, évidemment, et qui est sur le point de se lancer dans sa préparation en vue de la Coupe du Monde au Japon, qui a lieu du 20 septembre au 2 novembre prochain. Et la question un peu massue, c'est qu'on va se poser les uns aux autres, c'est que peut espérer la France lors de cette Coupe du Monde. De manière brutale et pour commencer, Arnaud, qu'est-ce qu'elle peut espérer la France ? Elle peut espérer une place en demi-finale ou une sortie prématurée. Denis ? Un exploit ou une énorme désillusion. Ouais. Alors on replace tout ça, hein, évidemment, c'est pas habituel quand on parle de l'équipe de France, généralement on a tendance à la mettre directement dans le dernier carré. Là, Arnaud, l'histoire de ces 10 dernières années, on va dire, nous amène à penser autrement. Effectivement, si on regarde les résultats de l'équipe de France, non seulement durant le mandat de Guy Novès puis de Jacques Brunel, mais même si l'on se replonge dans ce qu'a été le calvaire qui a été celui de Philippe Saint-André, il y a peu de choses à espérer. L'histoire de l'équipe de France depuis 2011, c'est l'histoire d'une lente dégringolade, même brutale dégringolade. Donc tout ça, ça nous engagerait à dire que l'équipe de France ne passera pas cette fois-ci le cap de la phase de poule. En même temps, Denis, aujourd'hui la France est 8e, 9e, 10e nation mondiale ? Oui, tout à fait. Au-delà du passif que l'équipe de France traîne derrière elle, il y a aussi la question du chantier dans lequel elle est actuellement. On ne sait pas quel jeu elle va pratiquer, on ne sait pas avec quel joueur, on ne sait pas quel staff. Enfin, il n'y a que des inconnus dans cette équation pour l'instant. Alors le staff, après on va revenir sur la Coupe du Monde elle-même. Le staff, il y a quelques petites retouches, donc... Rappelez-nous les derniers arrivés, on va dire, qui ont renforcé le staff actuel, qui ne bouge pas. Le staff actuel, c'était Jacques Brunel. Le staff actuel, c'était Jacques Brunel, entouré de Jean-Baptiste Elissalde, Sébastien Bruno pour la mêlée et Bonner pour la touche. Et puis donc, renforcé depuis ce printemps par Fabien Galtier, par Laurent Labitte. Thibaut Giroud, qui s'occupera de la préparation physique. Et ça, c'est un staff, on va dire, presque multiplié par 2, qui préfigure un peu le futur staff, c'est encore autre chose. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de ce, entre guillemets, staff renforcé, renouvelé ? À ceci près que pour apporter un petit peu de trouble à cette équation qui n'en manquait pas, le staff enregistre aussi le départ de Philippe Doucy, le départ prématuré de Philippe Doucy qui était censé participer à la Coupe du Monde, qui s'occupait des skills, c'est-à-dire des ateliers de préparation individuelle, qui rejoindra le Racing. Tout ça nous enveloppe ça crée de la confusion. D'un joli brouillard, l'organisation du staff de France. Ça crée de la confusion et en même temps j'ai envie d'être un peu optimiste parce que l'encéphalogramme du 15 de France lors du dernier tournoi, il était tombé très bas. Et je pense que l'arrivée de Fabien Galtier et de Thibaut Giroud pour la préparation physique, aux côtés de Jacques Brunel, ça va booster tout le monde. Ça va booster tout le monde. Il va y avoir un nouveau regard sur le jeu, sur les joueurs. Et comme on est la France, comme on est latin, comme on est dans la réactivité, on peut espérer qu'il y ait une étincelle et que quelque chose se produise. Voilà. Ça peut être une implosion ou au contraire, ça peut, comme ça s'est déjà passé dans l'histoire, créer un déclic. Et compte tenu de ce qu'on s'est déjà dit, Denis, en fait, l'équipe de France n'a pas grand-chose à perdre aussi, à tenter ce tapis, cette nouvelle donne avant la Coupe du Monde avec ce nouveau staff. Et effectivement, à ceci près que la concurrence ne nous attend pas, les grandes nations de ce jeu, que sont aujourd'hui l'Irlande, le Pays de Galles, ou ne parlons même pas de la Nouvelle-Zélande, se préparent autour d'organisations qui sont cohérentes et construites depuis de longues saisons. L'époque où on pouvait créer sur 3 mois de préparation un exploit sur une compétition majeure comme ça, on sait que ça a existé. On a vu qu'en 2015, ça pouvait vite toucher ses limites quand même. Il y a quand même eu 60 points en quart de finale face à Nouvelle-Zélande. Pour rappel, c'est effectivement un peu un discours qui avait déjà été très en vogue en 2015 avant la préparation. C'était
C'était de dire on aura le temps de rattraper notre retard dans la préparation qui va mettre à plat un peu les choses, parce que jamais on a autant l'équipe de France que dans cette période-là. Mais ça, c'est Arnaud, ce que dit Denis est vrai, c'est justement plus vrai. Ce que dit Denis est vrai. Je voudrais faire juste un petit rappel historique. La Coupe du Monde de 2015 qui s'est soldée par un fiasco monumental face aux All Blacks en quart de finale, elle se perd 10 jours avant, contre l'Irlande, dans un match qui était un match bras de fer, où les deux nations d'ailleurs ont laissé beaucoup de jus, et les Irlandais aussi, qui ont été ensuite éliminés par les Argentins. Et je suis convaincu que cette équipe de France-là, si elle avait bien négocié son approche du match contre l'Irlande, elle aurait pu battre l'Irlande, il y avait peu de choses. Et ensuite, elle avait un quart de finale contre les Argentins. Les Coupes du Monde, ça se joue souvent à pas grand-chose. Un match qui peut faire basculer le destin d'une équipe, c'était le cas par exemple en 2011. Absolument. Justement, Denis, parlons-en, parce que ce qui nous fait craindre beaucoup de choses pour le 15 de France, c'est aussi la composition de sa poule au premier tour de la Coupe du Monde au Japon. Ce serait une poule simple, on n'aurait peut-être pas le même discours, mais en plus, elle s'avère particulièrement compliquée. Oui, tout à fait. L'équipe de France va débuter le 21 septembre par un match face à l'Argentine, un match qui sera très certainement décisif. Les Argentins, on les connaît bien, ils nous ont fait souffrir à plusieurs reprises lors des différentes éditions précédentes de la Coupe du Monde. Là, ils montent en puissance, même si on les a battus assez nettement en poule face à Lille, en match de préparation lors de la dernière tournée de novembre. Mais c'était une équipe assez remaniée qui était en fin de saison internationale. Là, on voit par les résultats de leur province qui sont les Jaguars, vous m'excuserez pour la prononciation. Jaguares. Les Jaguares, ils ont des résultats en hausse, ils commencent à battre les Néo-Zélandais en Nouvelle-Zélande. C'est un adversaire qui s'annonce très consistant. Ça sera forcément un match décisif. C'est peut-être le match décisif. Ça sera le match décisif, mais bon, vu le niveau de l'équipe de France, il n'y aura que des matchs décisifs. Arnaud, si l'équipe de France gagne ce match, c'est presque gagné. C'est presque gagné, mais je dirais presque. Parce que connaissant l'historique de l'équipe de France, elle est capable, comme ça s'était passé à Wellington face au Tonga en 2011, de se prendre les pieds dans le tapis ensuite. Elle aura ensuite un enchaînement assez consistant avec 2 matchs en 5 jours contre les États-Unis et les Tonga. 2 matchs très physiques, ça veut dire que il faut avoir une bonne équipe de France, mais il faut avoir 2 bonnes équipes de France. Parce que dans cette succession, on va y laisser beaucoup de force. Dans ces 2 matchs très physiques qui précéderont le match contre l'Angleterre, eh ben on peut déraper, on est à l'abri de rien. On l'a vu cet automne contre les Fidji. Et ces 2 matchs, il faudra les gagner. C'est terrible, Denis. On a peur des États-Unis et des Tonga. C'est le niveau actuel de l'équipe de France, par ses résultats. Et effectivement, comme dit Arnaud, il y a 2 matchs en 4 jours. La question est donc de se demander s'il y a 2 équipes de France. Aujourd'hui, on a déjà du mal à en trouver une. Est-ce qu'on peut en trouver 2 en 3 mois ? Pour se qualifier, donc, il ne suffira pas de battre les Argentins. Parce que donc, vous avez oublié le dessert, le dernier match de la poule. Ce sera l'Angleterre. Et l'Angleterre qui nous a mis une fessée à Twickenham cet hiver sera très très bien préparée, même si elle a connu un tout petit accident au Pays de Galles pendant le dernier tournoi. Elle sera très bien préparée, elle sera très consistante. Elle est probablement, derrière la Nouvelle-Zélande, le favori de cette Coupe du Monde. Donc total, cette poule-là, on revient à votre... Et la bonne nouvelle, c'est que il y en a quand même une, c'est que si cette équipe de France parvient à s'extraire de cette poule qui est quand même très compliquée, elle aura sur sa route en quart de finale soit l'Australie, soit le Pays de Galles. Ce qui, même si le Pays de Galles a un adversaire très... Si elle termine première et qu'elle bat tout le monde, elle jouerait théoriquement la deuxième de la poule qui pourrait être le Pays de Galles. On va faire beaucoup de conditionnels. Ou l'Australie. Ou l'Australie, si évidemment... C'est très costaud, mais ça ouvre quand même des perspectives. Sur un match, si l'équipe de France réussit à enclencher une dynamique sur la phase de poule, il n'y a pas de raison vraiment de trembler face aux Australiens qui ont des résultats très décevants ces dernières saisons. Et le Pays de Galles, même si c'est une équipe redoutable comme elle le démontre sur la scène européenne depuis quelques années, reste quand même un adversaire à portée d'une équipe de France performante. Je partage totalement l'avis de Denis, notamment s'il y avait des retrouvailles avec le Pays de Galles dans le cadre d'une Coupe du Monde. Le Pays de Galles, finalement, oui, gagne des grands chelems, l'a gagné encore cette année, mais jusqu'à la 77e minute, le Pays de Galles était mené par l'équipe de France. L'an passé, l'équipe de France aurait dû gagner à Cardiff. C'est pas une équipe insurmontable pour une équipe de France qui serait justement dans une bonne dynamique. D'accord, donc finalement, vous n'êtes pas si pessimiste alors ? Vous êtes en train de nous dire que
si ça veut un peu rien, l'équipe de France peut être donc en demi-finale, dans une dynamique dont on est quand même assez loin aujourd'hui, mais qui peut exister dès lors que le premier match s'avère positif, quoi, finalement. Oui, dès lors que les retrouvailles entre Jacques Brunel, ce nouveau staff et les joueurs va bien se passer. Si l'alchimie prend dès le mois de juillet, alors oui, il peut se passer quelque chose de positif à la Coupe du Monde. C'est là-dessus, Arnaud, tu as l'air de dire, à la différence de Denis, qu'on peut espérer quelque chose, c'est que l'arrivée de Galtier, Denis le sent moins comme ça, j'ai la sensation, peut être porteur d'un vent un peu nouveau, régénérant, on va dire, dans un staff qui était peut-être un peu lassé de multiplier les défaites, tout simplement. Je suis pas totalement négatif par rapport à l'avenir de cette équipe de France, précisons-le, mais je rejoins Arnaud pour effectivement la préparation, notamment en juillet, sera déterminante. Je suis assez curieux de voir quel sera l'apport de Thibaut Giroud sur la préparation physique de l'équipe de France, dans la capacité qu'il va donner aux joueurs de résister et surtout de répondre aux standards internationaux. Aujourd'hui, le rugby international, il résonne en mètres minutes parcourus par les joueurs. Fabien Galtier connaît mieux que quiconque et bien mieux que moi tous ces paramètres, et c'est dans sa capacité à s'emparer de cette préparation physique pour l'adapter à un schéma de jeu cohérent qu'elle pourra exister. Et là, effectivement, s'il y a une révolution en 2 mois de préparation, l'équipe de France, effectivement, je pense, pourra être performante. Mais il faudra une révolution. La nouveauté, c'est un peu ça. Fabien Galtier, c'est un tenant de fameux ball in play dont il parle souvent dans ses chroniques écrites ou à la télé. Comment vous le décrypteriez et qu'est-ce que ça a de nouveau finalement dans le champ lexical d'un entraîneur traditionnel? Il a une approche moderne du rugby, une approche qui rompt certainement avec la vision, au moins le discours de Jacques Brunel, qui certainement date un peu. Je ne dis pas que sa vision la vision de Jacques Brunel de rugby soit incohérente. Simplement, il faut aussi un discours qui parle aux joueurs. Les joueurs aujourd'hui en club sont habitués justement à appréhender le rugby de façon moderne, avec plein d'outils, avec des paramètres où on mesure leur performance. Je pense que le discours de Fabien Galtier peut les accrocher, alors que celui de Jacques Brunel était plus tout à fait en phase avec cette jeune génération. Je pense aussi que l'apport d'un Fabien Galtier, dans l'échange qu'il peut avoir avec les autres entraîneurs, avec un Jean-Baptiste Elissalde, peut amener justement une alchimie, une fusion, un échange d'idées, enfin tout ce qui doit alimenter une dynamique. Je reviens, Denis, sur l'apport éventuel de Thibaut Giroud, dont a priori on sait que sa réputation de bon préparateur physique, on va dire, le précède, mais quelle est la marge de manœuvre qu'il a dans une préparation qui finalement ne va pas être si longue que ça, parce que les joueurs vont être le groupe au complet va être réuni assez tardivement. Il n'y a pas tant de jours d'entraînement que ça finalement dans cette présumée longue préparation. Évidemment, les joueurs français jouent globalement plus que leurs adversaires, encore que ça se discute sur certaines nations. Mais néanmoins, on peut penser qu'en 3 mois, ils devraient réussir à se recréer une dynamique physique. Le rôle de Thibaut Giroud peut être fondamental dans le sens où aujourd'hui c'est une préparation physique qui est mise au service d'un système de jeu. Or, s'il y a toutes les compétences, effectivement, comme le dit Arnaud, qu'apporte Fabien Galtier, n'oublions pas Laurent Labitte, avec Jean-Baptiste Elissalde, c'est vrai que ça peut être très foisonnant. Mais il faut à un moment que des joueurs capables de réciter ce jeu et en capacité physique de réciter ce jeu. Or on sait très bien que le top 14 est très loin en termes de temps de jeu effectif, et même le terme de temps de jeu effectif est un peu éculé aujourd'hui. C'est le temps de jeu vraiment à haute intensité qu'il faut produire. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme retard à combler, et c'est là où la préparation physique de Thibaut Giroud peut être décisive. Mais ça est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que c'est un vrai espoir qu'on puisse tu parles de 3 mois. Les 3 mois, ils seront à peine au total au rendez-vous, parce que les derniers joueurs qui jouent la finale vont être rassemblés 3 semaines plus tard. 3 semaines plus tard, ce qui nous amène donc
quasiment à la mi-juillet, on va dire. Donc de toute façon, ils ne seront réunis qu'à la mi-juillet. La compétition démarre le 20 septembre. Il y aura des matchs amicaux entre-temps. Donc la préparation physique en elle-même, elle est ramassée dans le temps. J'ai envie de dire qu'au vu du niveau de l'équipe de France actuelle, on est obligé d'être optimiste. Donc, elle est effectivement ramassée dans le temps, et on peut faire une petite parenthèse pour dire qu'il est regrettable que les compétitions en France s'arrêtent le 16 juin. Elles sont terminées depuis une semaine en Angleterre, depuis 15 jours pour les nations de la Ligue Celtique. Donc les joueurs concernés vont pouvoir se reposer, faire le vide. Malheureusement, en France, on voit bien que l'équipe de France n'est pas la priorité. Sinon, on aurait programmé la fin du championnat avant. Les finalistes, Clermontois, Toulousains, ne bénéficieront que de 3 semaines de repos complet avant d'attaquer la préparation. Alors après, pour avoir parlé avec Thibaut Giroud, lui est optimiste, lui est convaincu qu'il peut compenser une partie du retard. Il est aussi, il sera aussi soutenu par Jacques Brunel, c'est-à-dire que les critères physiques vont être prépondérants au moment de faire les choix initiaux de la liste ou les choix définitifs de la liste. Ceux qui auront leur carte d'embarquement, ils ne seront que 31, ils sont 37 à faire la préparation. Oui, et y compris match par match, c'est ça, ça va être entre guillemets un nouveau critère. Est-ce que c'est pas un peu dommage de ne l'introduire entre guillemets qu'à ce stade-là, quand probablement, même certainement, les autres nations le font finalement depuis longtemps? Ce qui est certain, c'est qu'on en est à espérer une révolution que tous nos concurrents ont amorcé depuis bien longtemps. Les Anglais, depuis l'arrivée d'Eddie Jones, transpirent à énormes gouttes lors de chaque rassemblement. Bien sûr, nous, en France, on nous dit qu'on transpire, mais on sait très bien que les standards de travail ne sont pas les mêmes. Et alors, on a une nouvelle fois 3 trains de retard. Alors, là, on parle beaucoup de physique, même si... est-ce que la technique est une conséquence de ça? Parce que le retard technique, quand je parle de technique, on relève souvent la déficience du jeu français dans le jeu au pied, ou du moins dans l'adaptabilité, en tout cas, à jouer au pied. On parle aussi de techniques individuelles parfois, la mauvaise passe au mauvais moment, le mauvais choix au mauvais moment. Est-ce que tout ça, ce n'est pas finalement la conséquence du physique, ou est-ce que ça aussi, ça peut se travailler au long d'une préparation? Tout est lié au physique. Votre capacité à faire la bonne sautée à la 80e dépend de votre fraîcheur, de votre capacité à analyser la situation dans l'instant, donc de la préparation physique, même si la qualité technique est primordiale. Mais au niveau international, on ose espérer que les joueurs sélectionnés aient de toute façon les prérequis. Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement, si on compare le niveau moyen du joueur français à celui du joueur néo-zélandais. Ça, c'est une évidence. Et accessoirement, ça, pour la peine, ça ne se rattrape pas le temps d'une préparation. Non, parce que là, c'est 15 ans de formation initiale qui... Ce qui est un autre problème. D'ailleurs, en l'occurrence. Est-ce que c'est pas ça qui explique, au fond, un peu le pessimisme général? C'est que vous avez eu raison, et vous avez raison de relever les motifs d'espérance, mais finalement, cette équipe de France, depuis maintenant... Voilà, on l'a dit en préambule, depuis quasiment une dizaine d'années, ne fait que stagner dans la zone très très molle du classement mondial. Donc la logique aujourd'hui, c'est de prédire à l'équipe de France au mieux un destin de quart de finaliste, c'est ça? C'est presque un objectif ambitieux, mais ce serait bien, oui, ce serait bien. Quart de finaliste, elle aurait en partie... respecter le classement, et en même temps cette place de quart de finaliste, elle serait précieuse parce qu'il faudrait aussi se projeter sur 2023. Il ne faudrait pas avoir à repartir de zéro et sur un champ de ruines. Donc quart de finaliste, c'est un minimum de fondation. Quart de finale, Denis, c'est la pire des performances que l'équipe de France ait jamais faites? Oui, tout à fait, en 91. Et 2015 aussi d'ailleurs. Et 2015, oui, tout à fait, pardon. Mais est-ce que c'est pas... on pense aux Anglais, il est arrivé à l'équipe d'Angleterre d'être éliminé dès le premier tour. Est-ce que ce serait pas aussi quelque part une sorte de mal pour un bien? Arnaud, tu parlais de repartir sur un champ de ruines, mais est-ce que ce ne serait pas... On sait tous que la fameuse finale de 2011 a été beaucoup même l'arbre qui cachait la forêt pendant des années. Donc est-ce que, à la limite, il ne s'agit surtout pas de le souhaiter, mais est-ce que aussi
Ça n'aurait pas du bon pour ce 15 de France de se ramasser en beauté au Japon? Je suis pas sûr, parce que ça imposerait une remise à plat de l'ensemble du rugby français. Une remise à plat qui serait compliquée, parce qu'on parlerait là de déconstruction. Or, il y a des choses qui sont en cours, il y a une convention qui a été signée entre la Ligue et la Fédération qui nous amène jusqu'en 2023 normalement. Donc, comment travailler dans ce contexte avec quand même un environnement juridique déjà posé. Donc, je pense qu'il faut quand même espérer au moins une place de quart de finaliste, se dire que voilà, il y a peut-être des beaux jours à venir. On a une équipe de France des moins de 20 ans qui était championne du monde, donc il y a peut-être à travailler. Il y a des aménagements à trouver, certainement. Il y a des aménagements à trouver. Il ne faut pas forcément la repartir de zéro. Ce serait très dommageable pour l'ensemble du rugby français et même pour l'image du rugby français. Sachant en plus que Fabien Galtier étant dans ce staff, et puisqu'il deviendra le futur sélectionneur par la suite, accompagné par Laurent Laby d'ailleurs, porterait ce péché originel, et je ne suis pas convaincu qu'une œuvre de reconstruction soit possible dans ces conditions. Donc souhaitons, messieurs, le meilleur au 15 de France, on va dire ça pour conclure. Merci Arnaud, merci Denis. Merci Jean-Pierre. Merci aussi à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos avis, vos suggestions à podcast@sudouest.fr. Retrouvez également tous nos épisodes sur sudouest.fr. Pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous au Sportcast sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, iTunes et Google Podcast. Voilà, je vous dis à bientôt.